Je cite, pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi et cet ennemi devient votre associé. Fin de citation, c'est une citation à succès de Nelson Mandela de défunt mémoire. Qui est votre ennemi? Ou alors, je pose mieux les questions pour les cadrer au contexte. Qui est considéré comme ennemi de la République? Que faire pour qu'il devienne notre associé? Est-ce seulement possible? Depuis 6 années maintenant, un conflit sans merci est livré par les séparatistes dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Il crée la panique, le désarroi, la tristesse, le chagrin dans ces régions-là depuis 6 ans maintenant. Ils sont devenus au fil du temps et au vu de toutes les personnes innocentes décédées, ils sont donc devenus des ennemis de la République du Cameroun. Peuvent-ils devenir des associés? Question posée. Au Tchad, l'église protestante a abandonné le dialogue national inclusif en cours dans le pays après l'église catholique, déjà qui la semaine dernière avait décidé d'abandonner ces échanges-là. Le principal opposant du pays, Success Masra, dont le parti des transformateurs ont décidé de boycotter les travaux, est convoqué par la Cour suprême. Du fait de leur prise de position, sont-ils pour autant des ennemis de la République tchadienne? Question posée. Comment faire pour associer au processus pour les faire associer au processus de dialogue? Nous essaierons de répondre à cette question-là. Pour finir, au Kenya et en Angola, les cours constitutionnels ont tranché. Les vainqueurs déclarés à l'élection présidentielle sont confirmés, malgré tous les recours déposés par l'opposition pour dénoncer les fraudes. Certains membres de l'opposition entendent organiser des marches pacifiques pour manifester. Pour autant, sont-ils des ennemis de la République? Ce sont ces différents sujets et cette principale question qui meublent les échanges de cette nouvelle édition du Grand 7 sur Dash News. Vous êtes les bienvenus, à tout de suite. Votre fidélité à Dash News nous honore. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette autre production de votre rendez-vous hebdomadaire, le Grand 7. Et comme tous les après-midi, bien sûr, nous sommes en compagnie d'un invité. Un invité de marque aujourd'hui, Maître Joseph Tafo. Il est homme politique au Cameroun, membre de l'opposition, par ailleurs, membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est bien le MRC. Il nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Joseph Tafo, bonjour, bienvenue. Bonjour Marie-Yvonne, c'est toujours un honneur de répondre à votre invitation pour parler des problèmes d'actualité tant nationale qu'internationale. Vous allez bien? Je peux dire que un peu bien, mais on ne peut pas se sentir complètement à l'aise dans un pays qui est en train de sombrer de jour en jour. Et puis, du coup, l'état personnel, l'état sur le plan général, influence sur la psychologie personnelle. Si tant soit peu on est pris de paix, de justice et de liberté. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas aller à 100%. Et c'est justement de tous ces problèmes que nous allons parler tout au long de cette édition. Merci déjà d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir, Maître Joseph Tafo. Vous êtes tout nouveau à l'émission, mais il est de coutume chez nous ici d'aller faire d'abord un tour sur le continent africain pour voir ce qui aura marqué l'actualité cette semaine. Et bien sûr, notre guide habituel, Audrey Melingui, nous mène encore ce week-end. Bonjour Audrey. Bonjour Marie-Yvonne et bienvenue à ce round-up de la semaine. La reine d'Angleterre Elisabeth II est décédée dans la soirée du 8 septembre 2022 au palais de Balmoral en Écosse, à l'âge de 96 ans. Elle s'éteint après plus de 7 décennies de règne. Des chefs d'État africains ont exprimé leur compassion et leur reconnaissance à la monarque. Le président de la République camerounaise, Paul Biya, a adressé ses condoléances au peuple britannique et a tenu à relever l'impact du décès de la reine sur le Commonwealth, dont elle était chef depuis sa création le 11 décembre 1931. 35 civils tués et 37 autres blessés, c'est le bilan provisoire d'une attaque survenue dans le nord du Burkina Faso ce 5 septembre. Selon des sources officielles, les éléments de l'escorte ont rapidement pris des mesures afin de porter secours aux victimes. Ce drame s'est produit après que le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, dans un discours à la nation, soit revenu sur ces 5 derniers mois à la tête du pays
Le chef d'État a présenté une nation en délinquance, mais où subsiste l'espoir d'un lendemain meilleur. Prévue pour se tenir au premier trimestre de l'année 2023, l'élection présidentielle en Guinée équatoriale sera anticipée pour la fin de cette année, selon des sources de Malabo. L'annonce a été faite par une décision du Parlement en date du 5 septembre dernier. Même si les autorités ont justifié cette décision, elles n'ont pas fixé de date précise pour le prochain scrutin. Au Cameroun, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 5 septembre. À cet effet, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dubois, était en visite de travail ce 7 septembre dans les établissements scolaires de sa circonscription administrative afin de s'enquérir de la reprise effective des classes. Dans les 3 départements visités, le constat général est celui du délabrement des infrastructures. Une situation qui n'arrête pourtant pas l'enthousiasme des apprenants à qui le gouverneur a prescrit plus de concentration et moins de distraction. Suite à la décision du président de la République Paul Biya de réhabilitation des aéroports de Bertoua, Kribi et Tiko, le gouverneur de la région du Sud-Ouest Bernard Okalia-Bilaye était sur le site du dit aéroport le 7 septembre dernier. Objectif, rappeler les missions de la commission chargée d'implémenter la décision du chef de l'État, dont la principale est l'évaluation du niveau d'occupation par les populations en vue de leur expulsion pour le début effectif des travaux. Merci beaucoup Audrey Melingui pour ce round-up de l'actualité africaine. Et vous l'avez dit, au Cameroun, où nous marquons d'ailleurs notre premier arrêt, elle aura été marquée cette semaine par la rentrée effective sur l'ensemble du territoire camerounais. En tout cas, c'est un bilan assez satisfaisant que nous ont présenté les autorités camerounaises, les autorités de l'éducation, qui ont donc affirmé que la rentrée est effective sur l'étendue du territoire à 98%. Et nous allons nous intéresser précisément à la rentrée scolaire dans les régions en crise du Cameroun. C'est bien les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun, marquées par une crise sécessionniste qui dure depuis 6 années maintenant. Nous allons aller voir d'ailleurs comment ont effectivement repris les cours de ce côté-là. Et nous allons nous intéresser précisément à cette tournée effectuée par le gouverneur de la région du sud-ouest. C'est un compte-rendu que nous propose Stéphane Dibébé. Suite aux exactions des séparatistes ambazoniens du 6 septembre à Mouyouka dans la région du sud-ouest, le gouvernement a fait une déclaration officielle. Le communiqué du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi fait état d'un bilan de 6 morts, tous des civils dont une femme et 5 hommes. 8 autres blessés parmi lesquels 2 hommes et 6 femmes ont été conduits à l'hôpital. Le gouvernement qui condamne cet acte terroriste cruel, barbare et ignoble, rassure les populations de Mouyouka en particulier et du nord-ouest en général sur la détermination de l'État à restaurer et consolider la paix dans la région. Ces populations sont alors appelées à ne pas céder à l'intimidation et aux menaces de toute nature de la part des sécessionnistes, dont le seul objectif est de s'aimer la terreur au sein des populations. On rappelle, les terroristes lourdement armés ont pris d'assaut mardi dernier un car de transport sur l'axe Boya-Kumba dans le département du Fako, région du sud-ouest, faisant un bilan de 6 morts et 8 blessés. Désolé pour ce mix-up, on a annoncé Stéphane Dibébé, mais c'était plutôt Serge Bertrand ici qui revenait sur cette attaque perpétrée par les sécessionnistes. J'y arrive du côté de Mouyouka, c'est dans la région du sud-ouest Cameroun. Une attaque qui avait pour objectif tout simplement, selon le communiqué du gouvernement, de boycotter la rentrée scolaire de ce côté-là. Et quand on essaye un peu d'analyser les événements, Joseph Tafo, on se demande, est-ce que la rentrée scolaire est réellement effective sur l'étendue du territoire telle que nous a fait croire les autorités de l'éducation au Cameroun? À l'observation, on constate que ce n'est pas le cas parce qu'il ne suffit pas de voir les enfants, quelques enfants, prendre le chemin de l'école pour penser que cette rentrée est effective. Déjà, il y a des problèmes financiers et économiques qui se posent. Les parents déjà n'ont pas la possibilité de joindre les deux bouts. Et s'il faut tenir compte du contexte sécuritaire, on réalise que ce n'est pas le cas absolument, parce que quand
les sécessionnistes. C'est vrai que j'ai toujours du mal à les considérer comme des sécessionnistes, hein, parce que quand on parle de sécessionnisme, c'est scindé pour, du moins, de manière à ce que chacun gère son coin. Mais quand ils se mettent déjà à tirer sur tout le monde, on ne peut plus parler de sécessionnistes. Et bon, on parle de quoi dans ce cas? Pour moi, je pense que c'est plutôt des terroristes. Parce que si vous regardez le mode opératoire, par exemple, ils n'ont plus de sentiments, ils n'ont plus... L'espèce humaine n'a plus de valeur pour eux. Alors, si par extraordinaire, on leur accordait cette partie du territoire, qui vont-ils gérer? Ils vont gouverner qui? Du moment où ils sont en train de tuer tout le monde. C'est ça qui est embêtant. Donc, s'agissant de la rentrée scolaire, on ne peut pas vraiment dire qu'elle est effective parce que le contexte sécuritaire ne s'y prête pas. Et vous, si vous êtes parent d'élèves, vous ne pouvez pas prendre le risque d'envoyer l'enfant à l'école pour aller se faire fusiller comme ça, voyez-vous. Et en dehors de ça, il ne suffit pas de dire, il ne suffit pas de faire pour le gouvernement, de faire des déclarations et nous dire que c'est effectif. On se serait attendu à ce qu'aujourd'hui, qu'on nous dise que toutes les poches de résistance ont déjà été anéanties. Mais les autorités font plutôt des discours pour rassurer. Et quand on dit rassurer, ça veut dire que quelque part, il n'y a pas d'assurance. C'est une manière implicite de dire qu'il n'y a pas de sécurité. Et c'est suffisamment clair parce qu'à la rentrée scolaire, ces sécessionnistes ont décrété des ghost towns pour 2 semaines. Visiblement, ça marche. Il y a les ghost towns qui persistent depuis longtemps, tous les lundis. Et c'est justement ce dont j'allais vous parler. C'est quand même incroyable à quel point ces sécessionnistes, continuons de les appeler ainsi, joignent la parole à l'acte. Parce qu'ils ont annoncé, juste avant la rentrée scolaire, ces 10 jours de ville morte du côté des régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Et il y a certains parents qui se sont amusés à braver cet ordre-là des sécessionnistes. Et finalement, on en est à cette attaque. C'est pour ça qu'il faut absolument résoudre le problème. Ils ont de l'autorité. Bon, et on ne va pas dire que les gens adhèrent à leur mot d'ordre par conviction. C'est beaucoup plus par peur. Ça, il faut le reconnaître. Et quand un parent reste à la maison et n'envoie pas l'enfant à l'école, quand il ne va pas à ses occupations, quand il n'ouvre pas sa boutique, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas directement l'étiqueter comme quelqu'un étant proche, mais c'est parce que, connaissant leur méthode barbare de réaction, parfois de vindicte, il va de soi que le parent est obligé de respecter les parents ou alors la population est obligée de se terrer à la maison et voir les choses faire. Or, il revenait donc au gouvernement de résoudre ce problème. Depuis, on parle du dialogue inclusif. Ils ont dit à un moment donné, on ne sait pas avec qui on va dialoguer, mais je dis, c'est dire une chose et son contraire en même temps, parce qu'on a en prison aujourd'hui des leaders, enfin des personnes qu'ils ont présentées comme étant des leaders des sécessionnistes. Si tel est le cas, si effectivement ils sont des leaders, ça veut dire qu'il y a déjà au moins quelqu'un avec qui on peut dialoguer. Pourquoi donc, s'ils vous estimez qu'ils ne sont pas aptes à parler au nom des sécessionnistes, la première chose, autant les libérer. S'ils sont aptes, parlez donc avec eux. Il n'y a pas longtemps, on nous a parlé de la mort de Phil Marshall, qu'on a brandi comme un trophée de guerre. On était contents. On a exposé le corps dans toutes les villes principales de ces régions-là. On l'a exposé comme un diamant. On était contents de penser que ça va s'arrêter. Mais quelques jours après, il y a des dragons rouges, des no-pitié. Donc vous comprenez que de part et d'autre, il y a des poches de résistance. Peut-être que le gouvernement se disait qu'ils les auront à l'usure, mais avec du temps, on se rend compte que ce n'est pas ça forcément. Donc, il y a lieu absolument de faire un dialogue, d'entreprendre un dialogue inclusif, au moins pour permettre, pour que nos enfants ne perdent plus les vies, tant du côté des hommes en tenue que du côté des civils. Elle a quand même assez trop duré, cette guerre. On a sous les yeux le communiqué du gouvernement camerounais signé par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, suite à cette attaque perpétrée dans l'arrondissement de Mouyouka, département du Fako. Je vais lire les premières lignes. Le mardi 6 septembre 2022, aux environs de 14 h sur l'axe Bouéa-Kumba, au lieu dit Maï
Tati, dans l'arrondissement de Mouyouka, département du Fako. Une bande de terroristes lourdement armés a ouvert le feu sur un car de transport de la compagnie Golden Express en provenance de Douala et ayant à son bord 14 passagers, dont 7 femmes et 7 hommes. Le bilan de cette attaque terroriste cruelle et barbare fait état de 6 morts et de 8 blessés. Je crois bien que c'est cela le ministre de la Communication qui transmet donc ainsi les condoléances du président de la République. C'est un autre gouvernement, je le disais. En face, on a un camp qui dit et qui agit. De l'autre côté, on a un camp qui à chaque fois répond par des communiqués, mais a du mal quand même à agir. C'est vrai que dernièrement, on nous parlait d'un déploiement de forces spéciales pour combattre ces sécessionnistes-là. Mais est-ce que ça marchera vraiment? Vous allez vous rendre compte que nulle part dans le monde, on a résolu un problème par la force. Je vous prends un seul exemple. Les Américains sont partis de l'Afghanistan après plus de 3 ans. Après avoir créé tout genre de drones, d'armes pour détruire les talibans. Ils sont partis. Ils n'ont pas pu résoudre le problème taliban par la guerre. Vous pensez qu'au Cameroun, le Cameroun va faire le miracle? On connaît, on va y arriver. L'Angola y est resté pendant près d'une trentaine d'années dans la guerre. En Colombie, les exemples fusionnent. Sont légion. On ne peut pas résoudre un problème, surtout quand c'est un problème interne, en pensant utiliser absolument les armes. Ça ne peut pas marcher. Les forces spéciales, ils vont faire quoi? Vous voulez nous dire que ça traîne depuis 6 ans parce qu'on n'avait pas pensé à envoyer les forces spéciales? Elles étaient où? Et ces forces spéciales ne vont pas déloger les sécessionnistes dans leur cachette. C'est pour des missions particulières. Les forces spéciales étaient où quand les gens se permettent de tirer à bout portant sur un véhicule, sur une voiture de transport en commun, voyez-vous? Donc, ici, on a l'impression que le gouvernement est dépassé, mais on a plutôt une autre idée. Vous savez, depuis, on véhicule l'idée d'une économie de guerre dans le Nozo. On a comme l'impression que certaines personnes... Il y a certains qui profitent. Bien entendu, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Sinon, comment comprendre que des gens meurent tous les jours et puis tous les jours, on fait des communiqués? Est-ce que vous pensez que le gouvernement camerounais a réellement les moyens pour résoudre ce conflit? Si on pense que le gouvernement camerounais n'a pas les moyens pour résoudre ce conflit, on va également penser absolument qu'il n'a pas la possibilité, qu'il n'a pas la capacité de gérer ce pays. Parce que gérer, c'est quoi? C'est dialoguer d'abord. Il ne manque pas les capacités, c'est la volonté politique qui manque. Du moment où des personnes sont tapées dans l'ombre, ou alors qui occupent de grandes fonctions et qui peuvent prendre certaines décisions, parfois sans consulter, parfois sans évaluer les conséquences. Peut-être que ces décisions n'en profitent qu'à elles-mêmes, ces personnes-là. Il va de soi que la guerre va continuer. Vous ne pouvez quand même pas me dire qu'un gouvernement est incapable, en 6 ans, incapable de localiser ou alors de déterminer avec qui il peut dialoguer pour résoudre ce conflit interne. Vous n'allez pas me dire ça quand même. Et ce serait même non seulement afficher son incompétence, mais en même temps, plus grave encore, nous faire croire que nos services de renseignement ne font rien. Les services de renseignement servent à quoi dans un pays? On aurait dû localiser, même si ce n'est pas pour les interpeller forcément et les mettre en prison, comme on l'a fait avec les Sissoko à Yoktabe depuis bien d'années, mais au moins savoir qui sont les interlocuteurs de ces messieurs-là. Il y a quelques temps, on nous a fait savoir qu'il y avait des réunions, je ne sais pas si c'est en Suisse, on avait localisé des gens au Canada, aux États-Unis et en Europe. Où en sommes-nous? Donc vous voyez que c'est la volonté politique qui manque. Si on était vraiment déterminé à résoudre ce problème, je ne pense pas que ce serait arrivé. Je ne pense pas. Et du moins, même si c'est arrivé, on l'aurait résolu depuis. Donc, quelque part, il y a des personnes qui pensent qu'en faisant perdurer la guerre, non, elles se sentent plus à l'aise, au détriment des vies humaines. Quelle serait donc, selon vous, Maître Joseph Tafo, la voie la plus efficace pour parvenir? C'est vrai qu'on en parle tout le temps, on parle de dialogue, mais ce n'est pas ce qu'on observe. Il y a une nette différence entre ce qu'on dit ici
et ce qui est fait sur le terrain. La preuve, on a le déploiement de ces forces spéciales-là, ce qui veut dire que, et c'est vous-même qui l'avez dit, ce sont des terroristes. Comment on traite les terroristes? On les fait asseoir sur une table et on discute. Ceux qui ont dit hier que on les appelle terroristes aujourd'hui parce que quand on regarde leur mode opératoire, c'est le mot qui vient à l'esprit. Sinon, au départ, le mot sécessionniste, ça tenait. C'est juste parce qu'ils utilisent des méthodes barbares. Mais de l'autre côté, on va aussi dire que sans action, il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire que ce n'est pas pour encourager ce qu'ils sont en train de faire, mais je dis, on leur a plutôt le flanc. Si au départ de cette crise, on avait pensé résoudre le problème de manière pacifique, on n'en serait pas là. Comment faire aujourd'hui? Il n'y a pas, en un mot comme en 1000 mots, il n'y a qu'une seule solution, un dialogue inclusif. Il est question de rassembler autour de la table tous les protagonistes. Il y a quelques années, 2 ans, on a fait le grand dialogue national. Vous convenez avec moi que c'était un fiasco, parce que non seulement on a parlé des recommandations, c'est-à-dire que quand on parle des recommandations, ça veut dire que la personne qui va les faire appliquer le fera à son bon vouloir, à son temps voulu. Donc ceux qui y sont allés n'ont pas jugé du caractère impératif des solutions qu'il fallait prendre. Sinon, on aurait procédé autrement. Il n'y a que, au cours de ces dialogues, on a décrié la manière dont les participants avaient été choisis. D'où vient-il que, pour résoudre un problème qui me concerne, vous estimez que ma présence ne doit pas être importante. Et du coup, on comprend que on persiste, que la crise persiste. Et donc, pour y parvenir, il faut un dialogue inclusif, intégrer toutes les parties prenantes. Avant le décès du cardinal Christian Thomy, paix à son âme, il avait essayé plusieurs fois avec d'autres responsables d'organiser la All Anglophone Conference. Il était question entre eux de choisir les points à l'ordre du jour et choisir ceux avec qui le gouvernement pourra dialoguer. Mais on a tout fait pour les empêcher de se réunir. Donc, on revient à l'économie de la guerre. On revient, vous comprenez, on revient à l'économie de la guerre. Il y a des gens qui s'y plaisent. Ils pensent que non, il faut que ça perdure. Il faut que les avenirs des gens soient sacrifiés. Il faut que les vies des gens soient sacrifiées. Il faut que l'économie du pays, vous êtes sans ignorer, il y a quelque temps, on a déclaré cette zone économiquement sinistrée. Vous imaginez ce que ça peut impacter sur l'économie. Même vous, vous êtes impacté, hein, parce que vous ne pouvez plus aller au marché faire vos achats aussi facilement. Vous ne pouvez plus trouver une maison, le studio à louer qui coûtait hier 50 000 francs moderne. Aujourd'hui, il est dans les 80. Voilà. C'est autant de choses. Les gens ne comprennent pas. Les gens n'imaginent pas les ramifications jusqu'au fin fond des villages. C'est saturé partout. Dans les écoles, c'est saturé. On a les déplacés internes. On a les déplacés internes à gérer. Il y a l'économie à gérer. Il y a la sécurité à gérer. Il y a tout un flux. Ça va dans tous les sens. Donc, qu'on le veuille ou pas, cette guerre impacte même sur la grand-mère qui est loin au fin fond de son village. Parce que le grand banditisme ne fait que s'accroître. Parce qu'il y a des gens qui partent là, ils arrivent en ville, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas où dormir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne volent plus parce qu'ils sont partis de là étant des voleurs, mais parce qu'il faut bien trouver. On n'encourage pas le vol. On ne dit pas que quand vous n'avez pas à manger, il faut absolument voler, mais on essaie d'expliquer le phénomène. Donc vous voyez que tant que ce problème n'est pas résolu, et la guerre, la force ne va jamais résoudre un problème entre les personnes. Il faut que les gens s'asseyent, bavarder. Est-ce que ceux qui sont donc considérés, on a une question principale à laquelle nous essayons de répondre, est-ce que ceux qui sont donc considérés comme des ennemis de la République peuvent devenir des associés? Si nous prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, on peut facilement dire oui à cette question. On peut facilement répondre par l'affirmative. Vous savez, quand Nelson Mandela sort de la prison en 1994, il y a passé près de 30 ans sous le régime de l'apartheid, qui ne voulait en aucun cas voir les Noirs, à plus forte raison bavarder avec eux. Mais à sa sortie de prison le 10 février 1994, vous avez vu, les choses ont radicalement changé.
au point où il y a eu un gouvernement, il y a eu une élection présidentielle, il y a eu un gouvernement d'union nationale. C'est vrai que ce n'est pas toujours la symbiose aujourd'hui, mais avant 1994, on n'aurait pas imaginé que Noirs et Blancs pouvaient s'asseoir autour d'une table et parler, discuter des problèmes de l'Afrique du Sud. Voyez-vous. Alors, est-ce que vous allez me dire que ce qui se passe dans le Nozo est plus grave que ce qu'on a vécu en Afrique du Sud, l'apartheid, pendant près d'une cinquantaine d'années? S'ils ont pu s'entendre dans un problème, dans un système aussi barbare, pourquoi penser qu'au Cameroun, on ne peut pas s'entendre? Qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Le Nozo, ils réclament une identité, ils réclament leur culture. Pourquoi ne pas le leur concéder? C'est aussi simple que ça. Et on ne peut pas obliger les gens à accepter l'autre tel qu'il est, du moment où celui-là est d'abord quelque chose. Alors vous voulez l'obliger à vous intégrer. À un moment donné, ça va péter comme c'est le cas. Donc on ne perd pas espoir que les choses vont s'arranger, mais on est persuadé, au regard par empirisme, on sait qu'il n'y a pas de problème, qu'il ne trouve pas de solution. Surtout quand les gens sont décidés, surtout quand les gens pensent qu'il y a intérêt à réunir, à regarder dans la même direction et avancer. D'accord. Vous suggérez donc aujourd'hui, comme nombreux avant vous, d'organiser un nouveau dialogue national au Cameroun, peut-être avant les élections de 2025? Puisque d'une manière ou d'une autre, il va falloir voter dans ces zones-là. On a l'exemple des dernières élections municipales, législatives, présidentielles. On ne peut pas dire que le vote s'est déroulé là-bas en toute sérénité. Non seulement, qu'est-ce qu'on fait des déplacés? Il y a des déplacés qui partent et qui, dans leur nouvelle ville, ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales. Pourtant, ceux-là ont une carte de vote dans la poche. Alors, peut-être que soit ils ne savent pas, soit ils ne sont plus intéressés. Donc, c'est des mesures qu'il faut mettre sur pied pour encourager, pour faire. Ce serait mieux, dans tous les cas, d'organiser un dialogue inclusif avant toute élection au Cameroun, pour permettre au moins que ceux-là participent, que ceux-là donnent leur voix. Mais tel qu'on connaît ce gouvernement, excusez-moi, tel qu'on les connaît, ils font tout pour diviser pour mieux régner, parce que c'est parfois leur stratégie de gouvernance, et malheureusement, j'ai envie de le dire comme ça, du moment où il ne s'émeut pas. Pourtant, le président Paul Biya toujours prôné ce Cameroun un et indivisible. Oui, il ne suffit pas de prôner. Une chose est de dire ce qu'on veut et une chose est de mettre en pratique ce qu'il faut faire pour y arriver. J'ai beau dire que je vais rouler en jet privé, mais c'est ça, c'est ma bouche qui le dit. Il faut bien qu'on vous voit en jet privé. Il faut bien aussi avoir les moyens de le faire. Très bien, ça nous permet de faire une belle transition pour prendre la deuxième thématique cet après-midi. Et on parle du Tchad, où eux, au moins, ils ont réussi à organiser ce dialogue national inclusif. Mais la réalité est telle que plusieurs partis d'opposition et même les autorités religieuses ont décidé d'abandonner tout simplement les échanges. D'ailleurs, je vous l'annonçais dès l'entame de cette émission, c'est l'Église protestante qui a décidé d'abandonner la participation aux travaux. Ils affirment donc que les autorités de transition ne prennent pas les avis de tout un chacun, donc ils ne peuvent pas continuer à assister à ces échanges-là. Le dialogue national est donc en cours depuis le 20 août dernier. Il a été prolongé de 10 jours. Est-ce que la réalisation nous assure qu'on a le reportage d'Audrey Melingui qui revient sur la prolongation de ce dialogue national du côté du Tchad? Audrey Melingui, on l'a. Ok, Audrey Melingui, nous écoutons. Après avoir été reporté plusieurs fois, le dialogue national au Tchad a repris et se verra doté de 10 jours supplémentaires. Ouvert le 20 août dernier, il était censé se refermer le 20 septembre. Pour la bonne tenue des concertations, chaque participant a accédé à la commission de son choix. Les thématiques abordées concernent principalement les questions sociales, la paix et la réconciliation nationale ou encore les libertés fondamentales. Par ailleurs, il s'agira de mettre en place une commission ad hoc chargée de discuter de la suite de la transition, sa durée et de l'éligibilité ou non de ses dirigeants entre autres. Il convient de souligner que le dialogue national est une volonté du président Mahamat Idriss Déby Itno dès son accession au pouvoir. Il avait promis
L'organisation de ces travaux devant déboucher sur des élections libres et démocratiques au terme d'une transition de 18 mois renouvelable une fois. Merci à vous, Audrey Melingui, pour ce reportage qui nous disait donc que le dialogue national a été reporté de 10 jours du côté du Tchad. Organiser un dialogue national, c'est bien. C'est une bonne initiative pour essayer de réconcilier tous les partis du pays. Mais seulement, quand tous les partis du pays ne sont pas présents à cette rencontre-là, à quoi cela sert? On a envie de dire que c'est peut-être de l'esbrouf, mais au moins il faut avoir cette volonté. Ça bloque effectivement au Tchad parce que les participants se plaignent de deux choses. Il y a l'établissement du règlement intérieur et ça leur a été imposé. Et puis il y a le choix, le consensus sur les participants. Et il faut préciser que ce dialogue avait été, comme on l'a entendu dans le reportage, qui avait été promis par le fils d'Idriss Déby, assassiné en avril 2021. A prévu pour se tenir premièrement en février, ça n'a pas eu lieu, ça devait avoir lieu un pré-dialogue pour choisir, pour déterminer les différents chefs de guerre et trouver un consensus sur les participants, ça n'a pas eu lieu, on a renvoyé en mai et jusqu'ici ça ne tient pas toujours. Donc je pense que pour ceux qui boycottent ce grand dialogue, ce dialogue, ils ont leur raison. Si ce qu'ils est vrai, il faut aussi préciser que le grand opposant là-bas, Socés Masra, oui, avec son groupe Les Transformateurs, n'y participe pas parce qu'il estime que c'est de la mascarade. Mais on aurait souhaité que le gouvernement tchadien intègre les différentes revendications. S'il peut, il est honnête, si ce gouvernement est honnête, de vouloir véritablement aboutir à un consensus et à la paix, de manière à rendre le pouvoir aux civils comme ça a été promis. Après une période transitoire de 18 mois, on aurait souhaité qu'il intègre vraiment dans ce dialogue-là les différentes revendications. Parce que quand les hommes de l'Église quittent déjà... Bien sûr, c'est un acte quand même assez fort. C'est assez fort. Les catholiques sont partis la semaine dernière. Cette fois, c'est l'Église protestante. Donc vous voyez que si les prélats, les hommes de Dieu, pensent déjà que c'est pas bon, qu'on n'est pas sur la bonne voie, moi je pense qu'il faudrait rectifier le tir, il faudrait réfléchir encore pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour qu'on avance. On ne va pas se dire que l'Afrique est mal partie forcément parce que d'un côté on jongle, de l'autre côté on jongle également parce qu'il faut trouver les moyens, il faut toujours perdre de temps pour s'éterniser au pouvoir, tromper le peuple. On souhaite au moins que de ce côté-là, qu'il soit un exemple. Mais est-ce qu'il faut avancer malgré tout? On se posait déjà la question la semaine dernière avec notre invité. Quel peut être le rôle de l'opposition à ce moment-là? C'est-à-dire boycotter les assises, oui, mais pour quel changement finalement? Pour quel impact? Puisque le dialogue national inclusif se tient toujours. Vous avez écouté, il a été prolongé de 10 jours. Oui, mais quand on force les choses, on aboutit au résultat que nous avons ici au Cameroun. Il y a eu le grand dialogue national. Il y a des gens qui ont refusé de participer. On a dit allons-y quand même. 2 ans après, on voit ce que ça a donné. Ça n'a rien donné. Donc, est-ce qu'il faut y aller quand même? Non. Il faut s'arrêter un moment. Oui, et comprendre et prendre en compte les considérations des gens. Si effectivement on veut dialoguer et qu'on pense qu'au sortir de ce dialogue, on va avoir des solutions pour gérer le pays, cela signifie qu'il va falloir tenir compte de tout ce que les gens disent. Écoutez au moins tout ce qu'ils disent, même si on ne va pas tenir compte. Il faut au moins les écouter. Il y a toujours quelque part un moyen pour... Et qu'il n'y ait surtout pas de sujet tabou. Qu'il n'y ait surtout pas de sujet tabou, justement. Parce que, curieusement, si c'est comme chez nous, on a dit il y a des sujets qui ne sont pas discutables. De l'autre côté, peut-être que c'est la même chose. Donc, si on veut véritablement, si les autorités tchadiennes sont de nature, je ne veux pas leur faire un procès d'intention, mais je pense qu'ils sont dans cette voie-là. Il faut s'arrêter
Parce que ceux qui ont quitté quand même ce dialogue sont des personnalités, des personnalités de qualité. Si M. Masra n'y est pas, si l'Église catholique n'y est pas, si l'Église protestante n'y est pas, et puis quelques opposants, vous comprenez que on ne va pas beaucoup accorder du crédit à ce dialogue. Vous comprenez en même temps que ce qui en sortira ne va pas être ce que le peuple tchadien aurait souhaité avoir. Et c'est ça qui est embêtant. Donc l'essentiel, ce n'est pas de faire du dialogue. Et même les observateurs internationaux se sont déjà prononcés pour marquer une certaine inquiétude par rapport à l'évolution de ce dialogue. Donc il y a lieu de mettre une petite pause, écouter les gens, proposer, quitte au moins à ce que, de dire, au moins pour faire amende honorable et dire après, bon, voilà ce que nous avons fait et ça n'a pas marché. Là, au moins, ils prendront le peuple tchadien à témoin. Que bon, on a au moins essayé, voyez-vous. Mais en lieu et place, on a convoqué l'opposant, il a reçu une convocation du parquet, on ne sait pas trop pourquoi. En filigrane, il se dit que... Peut-être c'est pour une éventuelle négociation. Bon, on ne sait pas. Et puis, ce n'est pas le parquet qui va le convoquer, si ce n'est pas la justice qui va le convoquer, c'est le gouvernement qui devait l'inviter, même pas le convoquer, il devait être invité pour discuter. Et qu'avec cette personnalité, qu'on lui signifie au moins c'est déjà à l'ordre du jour. Mais là, c'est une convocation du parquet qu'il a reçue. Ça veut dire que c'est un problème pénal pour lequel il sera entendu. Bon. Et quand on pose des actes comme ça, on a du mal à comprendre que ceux-là veulent véritablement la paix sans vouloir leur faire un procès d'intention. C'est juste de simples interprétations qui aboutissent à cette logique-là. En tout cas, on n'a pas encore de nouvelles des derniers rebondissements de la convocation de Success Mara. Il a lui-même annoncé sur son compte Facebook. On ne sait pas s'il s'est présenté ou pas. En tout cas, on aura certainement, sans doute, des informations au cours de la semaine qui démarre. Je vais vous poser cette question, la même question que je vous pose depuis le début. Est-ce que les leaders religieux, est-ce que le leader d'opposition Success Mara, du fait de leur prise de position actuelle, peuvent être considérés comme des ennemis de la République? Ils sont considérés comme des ennemis au sens de ceux qui pensent qu'ils détiennent le monopole de la vérité, au sens de ceux qui pensent qu'ils sont indispensables pour la société, au sens de ceux qui pensent que sans eux, rien n'est possible. Et donc, quand on n'est pas avec eux, on est contre eux. Un peu comme les Américains pensent à un moment donné. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre nous. Oh, c'est pas ça. Ils sont plutôt considérés comme des adversaires politiques. C'est-à-dire qu'ils ont un autre courant de pensée différent du vôtre. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Même si on devrait les traiter comme tels, il n'empêche qu'il va falloir les amener. Vous avez bien fait de citer Nelson Mandela. Quand il est sorti de la prison, il n'a pas pensé que ceux qui l'avaient envoyé étaient des ennemis. C'était des adversaires. Il les a appelés à la table de négociation. Vous n'avez pas compris que Mandela a mis une seule personne en prison pour un seul jour seulement. Il a fait une conférence de vérité et réconciliation. Il a dit, avouez vos erreurs, vos fautes, et puis la société vous pardonne. Donc on ne peut pas considérer l'autre comme ennemi simplement parce que vous avez des idées divergentes. Ceux qui pensent comme ça, c'est ceux qui pensent également avoir la pensée divine. Ils pensent qu'ils sont divinement inspirés. Ça me rappelle, aujourd'hui c'est un triste anniversaire, malheureusement, le décès de Mobutu Sese Seko qui a dirigé de main de fer l'ancien Zaïre de la République. En son temps, il était presque divinisé. Il était presque divinisé. Il pensait que tout, il était le centre de tout. Alors, si vous avez des adversaires comme ça devant vous, un peu comme ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui pensent que le MRC, c'est un parti de terroristes, alors qu'on n'a jamais attrapé un militant de MRC avec une cuillère ou alors une arme, ne serait-ce qu'une arme blanche. C'est ceux-là, comme ça, qui nous considèrent comme des ennemis. Sinon, nous sommes des adversaires politiques. On pense autrement. D'accord.
C'est bien noté, merci pour cette précision. On va aborder la troisième et dernière thématique pour cette édition du Grand 7 et on n'aura pas forcément les images, mais nous allons en parler parce que c'est tout aussi intéressant. Nous parlons de ces élections contestées et finalement confirmées par les commissions électorales du Kenya et de l'Angola, précisément du côté de l'Angola. João Lourenço a donc été confirmé après le recours déposé par l'opposition. Il a été confirmé vainqueur de l'élection présidentielle du 9 août dernier. Il remporte donc l'élection présidentielle avec 51,17% des voix par la commission électorale contre 43,95% des suffrages pour le très charismatique Adalberto Costa Jr. Des résultats qui ont été contestés mais finalement validés par la Commission nationale électorale. On est aussi au Kenya avec la confirmation de William Ruto comme vainqueur de l'élection présidentielle du côté du Kenya. Il a donc été confirmé président de la République avec 50,49% des voix contre 48,85% des voix. On a donc deux pays différents. On a deux élections différentes. C'est vrai que ce sont des élections présidentielles, toujours contestées par l'opposition. Mais finalement, on a un peu l'impression que les revendications de ces partis-là qui contestent les élections ne sont pas toujours prises en compte. Mais contrairement chez nous, là-bas, les instances qui sont chargées du contrôle des élections jusqu'au rendu des résultats et même les autorités en charge de prendre en compte les contestations ont un peu du crédit, bénéficient un peu du crédit au sein de la société. Si on parle du Kenya par exemple, souvenez-vous, en 2017, c'est cette même Cour suprême qui avait invalidé les élections. Très bien. C'était presque inédit au Cameroun, dans le monde, beaucoup plus particulièrement en Afrique. C'était presque inédit. Et le Kenya a cette particularité que la Cour suprême, le président n'est là que pour nommer les magistrats, les 7 magistrats qui gèrent le contentieux électoral, la Cour suprême. Et on avait quand même 4 de ces 7-là qui n'étaient pas d'accord avec le processus électoral. Oui, c'est pour dire qu'ils sont indépendants. Et il faudra préciser encore que c'est une femme qui est à la tête de cette Cour suprême. Oui. C'est une dame qui est une ancienne avocate, férue, dans les affaires du droit. Donc, on a au moins l'avantage que leur crédit n'est pas mis à mal. Ça, c'est la première chose, parce que ils ne sont pas là par le bon vouloir d'un individu, fût-il président de la République, à qui il va falloir satisfaire absolument. Et c'est normal qu'il y ait des contestations. Mais seulement, les contestataires, surtout au Kenya, sont résignés. Enfin, ils ont déclaré qu'ils tiennent compte des décisions de la Cour suprême. Parce que, comme on disait tout à l'heure, cette Cour suprême bénéficie d'un certain crédit. Ailleurs, ce n'est pas la même chose. Et ils ont utilisé des voies de recours normales. On leur a dit de quoi il était question et ils se plient. Je pense que il ne se plie pas forcément puisque l'opposition du côté de l'Angola prévoit faire des marches pacifiques. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'acceptent toujours pas ces autres résultats. Oui, ils n'acceptent pas, mais pour au moins quand ils n'acceptent pas, c'est pas parce qu'ils mettent à mal forcément la crédibilité de la Cour suprême. Ils ne soupçonnent pas que la Cour suprême est de connivence avec le nouveau président. C'est juste parce qu'à un moment donné, on se dit, on va dire qu'ils sont mauvais perdants en réalité, parce que le vice-président qui a remporté les élections, vice-président sortant, je veux dire, qui a remporté les élections, était quand même bien parti par rapport à l'autre pour J'aime bien que vous soulevez ce point-là. Ça nous fait penser à une certaine époque, dans un certain pays, où un certain parti d'opposition, auquel vous êtes membre, revendiquait les résultats de l'élection présidentielle. Maurice Kamto, qui était considéré comme président élu du Cameroun et non le président Paul Biya. Oui, il faut... Je voudrais pas... Vous tenez le même discours? Oui, je ne voudrais pas qu'on mélange le contexte. J'ai bien fait de préciser tout à l'heure, à l'entame de ce sujet,
que l'autorité chargée de connaître le contentieux électoral là-bas est véritablement indépendante. La Cour suprême, que ce soit en Angola ou au Kenya, n'est pas en place par le bon vouloir d'un individu, fut-il président de la République. Ils n'ont pas envie de poser des actes pour faire plaisir ou alors pour faire allégeance à celui qui les a nommés. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ce qui n'est pas, c'est pas le même contexte. Et en plus, notre loi interne dit que chaque décision de justice doit être motivée en droit et en fait. Quand vous avez des éléments de preuve que vous déposez sur la table et que pour seule phrase dans une décision, on dit irrecevable. Irrecevable. Qu'est-ce que vous allez entendre par là? Il va de soi que vous allez contester. Déjà parce que la façon de rendre la décision, elle n'est pas normale. Ensuite, vous avez apporté suffisamment d'éléments pour démontrer de ce que vous alléguez. On ne tient pas compte. Et au-dessus de tout, il y a ceux-mêmes qui sont chargés de rendre ces décisions, qui sont nommés par votre concurrent. Dites-moi, est-ce que dans le cas d'espèce, il peut faire perdre son Dieu, comme on le dit, parce que c'est son Dieu. On a vu tout un président du Conseil constitutionnel jubiler, faire appeler toute la famille parce que le président l'a remis en haut alors qu'il était déjà en retraite. Mais dites-moi, madame, vous pensez que celui-là, même par extraordinaire, même dans ses rêves les plus fous, il peut rendre une décision contre celui qu'il a nommé? Une décision objective. C'est impensable. Or, on n'est pas dans le même contexte au Kenya, par exemple. On n'est pas dans le même contexte. En Angola, on a un homme politique qui a fait cette même remarque. Que peut réellement l'opposition devant des organes électoraux qui sont dans la mainmise et qui sont contrôlés prioritairement par les institutions du pays? Que peut l'opposition face à ce genre d'organes? Contester. On ne va pas demander aux gens de prendre les armes pour contester. On va demander aux gens de poursuivre les revendications, comme ce que le MRC fait sur Cameroun. On dénonce tout ce qui ne va pas. Si c'est possible, qu'on organise des marches, qu'on éduque la population surtout. Et puis surtout, qu'on demande aux gens d'aller s'inscrire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces contestations ont même lieu parce que le peuple, sans le vouloir, il donne sa caution. Je veux dire quoi? Si dans un pays comme le Cameroun, on a environ 25 millions d'habitants, on peut dire au moins 20 millions en âge de voter, et que lors des consultations électorales, il n'y a que 3 millions qui votent. Il faut s'attendre à quoi? Au problème de contestation, à la fragilisation de l'opposition, de gens qui portent la vérité. Or, si on avait au moins la moitié des 25 millions qui allaient aux urnes, ceux-mêmes qui prendraient le risque de se lancer dans ce genre d'activité de tripatouillage des résultats devaient réfléchir par deux fois avant de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on demande de faire? Il faut contester, il faut dénoncer ce qui est sûr, ce que ça va passer. À un moment donné, ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas toujours continuer à tripatouiller, à jongler. D'accord. Je vais peut-être vous aider à répondre à nos questions que nous posons depuis le début de cette émission. Est-ce que ceux qui contestent dans ces résultats-là sont des ennemis de la République? Non. Naturellement, non. C'est des adversaires politiques. Très bien. Merci beaucoup, Joseph Tafo. Rappelons que le président de l'Angola, João Lourenço, va prêter serment le 15 septembre. Pendant ce temps, le président du Kenya, William Ruto, va donc prêter serment, lui, le 13 septembre 2022. Certainement, nous vous livrerons des reportages là-dessus. Merci à vous, Joseph Tafo, d'avoir répondu à l'invitation du Grand 7. C'est moi, c'est toujours un plaisir d'être dans vos studios et puis de participer aux différentes actualités de manière à éveiller le peuple si on le peut. On espère que nos téléspectateurs ont été suffisamment édifiés sur les questions qui nous ont été
Merci beaucoup. On espère vous avoir très bientôt sur le plateau. Merci à tout l'ensemble de l'équipe technique qui s'est mobilisée de façon active pour cette autre production du Grand 7. On se retrouve certainement dimanche prochain pour une toute nouvelle édition. En attendant, c'est une nouvelle qui démarre. Nos programmes se poursuivent comme d'habitude sur Dash News. Allez, à bientôt. Thank you.